Mali. Dans le détail, à quoi correspondent ces levées de sanctions, Fabrice? Et quelles sont les justifications qui leur sont apportées? Alors tout d'abord, en ce qui concerne le Niger, la décision de lever des sanctions a été annoncée le 24 février dernier à Abuja, au Nigeria, où se tenait une réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est par la voix d'Omar Alieu Toureil, le président de la commission de la CEDEAO, que l'institution a annoncé la fin de toutes les sanctions économiques, commerciales et des interdictions de voyage imposées au Niger, des restrictions qui avaient été prises à la suite du coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Même si au jour où nous enregistrons cette émission, les autorités nigériennes n'ont pas encore réagi, c'est une grande avancée puisque cette fin des sanctions signifie l'ouverture des frontières et l'espace aérien nigérien et l'autorisation de transactions financières avec les autres États membres, ainsi que le dégel des avoirs de l'État nigérien. Alors, Omar Alieu Toureil l'assure, il s'agit de mesures purement humanitaires et qui visent à atténuer les souffrances causées par cette situation. Pourtant, cette réunion avait tout l'air d'une tentative désespérée de retenir les pays souhaitant quitter la CEDEAO. Et pour preuve, Bola Tinubu, le président nigérian et président en exercice de l'organisation, a eu cette déclaration, je le cite, « La CEDEAO doit réexaminer son approche actuelle à la recherche de l'ordre constitutionnel dans les États membres ». Une phrase qui sonne décidément comme le début d'une remise en question. Et pour montrer son désir d'apaiser la situation régionale, la CEDEAO a donc décidé dans la foulée du Niger de lever aussi les sanctions qui visaient la Guinée et le Mali. Tout à fait. Dans un communiqué publié le lendemain de la décision concernant le Niger, la CEDEAO a levé donc les sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée, ainsi que la levée des restrictions sur le recrutement des citoyens maliens pour des postes au sein des institutions de la CEDEAO. Pour être plus précis, la Guinée avait été exclue des transactions financières avec les institutions membres de l'organisation sous-régionale, des sanctions qui étaient arrivées un an après l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, l'homme qui avait renversé, on s'en souvient, le président Alpha Condé en septembre 2021. Et quant au Mali, on était dans une longue série de sanctions après les deux coups d'État en 2020 et en 2021, des sanctions partiellement levées en juillet 2022 lorsque le pouvoir militaire du colonel Assimi Goïta avait dévoilé son calendrier de transition. Alors, est-ce que, en lâchant du lest, la CEDEAO parviendra à faire revenir les trois pays qui ont décidé de claquer la porte? La question reste entière et l'organisation ouest-africaine veut, pour l'instant, donner une chance au dialogue. Alors, c'est dit que je voudrais te demander, puisque tu es nigérien, comment expliquer le peu d'enthousiasme qui semble être manifesté à Niamey après la levée partielle de ces sanctions? On a l'impression que c'est plutôt une forme de défiance qui se manifeste dans l'opinion publique et au sommet de l'État. Non, le sentiment, c'est celui d'un énorme gâchis, puisqu'on sait que la CEDEAO aurait pu, il y a 7 mois, commencer par là où elle commence aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le coup d'État le 26 juillet 2023, 4 jours après, la CEDEAO a décidé de ces mesures unilatérales contre le Niger. Et ces mesures, aujourd'hui, elles ont pénalisé plus les populations. La population avec, comme on sait, le Niger qui est un pays continental, l'impossibilité d'accéder au port de Lomé, au port de Cotonou, qui est le port le plus proche, les difficultés qu'il y a à utiliser le port de Lomé, puisqu'il faut traverser le Burkina Faso. Donc, du coup, pour la population, c'est un non-événement. C'est perçu comme un non-événement au Niger. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de réaction. Parce que si la CEDEAO avait, dès le début, tenté de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, ouvrir les dialogues avec les militaires qui ont pris le pouvoir, connaître leurs intentions, connaître l'agenda et s'inscrire dans une démarche d'accompagnement pour rétablir la démocratie, on ne serait pas arrivé à cette situation. Son choix a été à cette époque de brandir la menace d'une intervention militaire qu'elle n'a finalement pas faite, d'imposer des sanctions qui n'ont pas produit d'effet, puisque les sanctions ont été faites dans l'esprit de faire fléchir les militaires au pouvoir, rétablir le président Bazoum, rétablir l'ordre constitutionnel, tout ça n'a pas marché. Donc, du coup, c'est aujourd'hui seulement qu'il y a ce début d'autocritique, puisque dans le propos qui a été cité par Fabrice
les propos du président Tinubu en disant peut-être qu'on doit réfléchir à nous. Il y a une sorte d'autocritique. Et si la CEDEAO avait été inspirée, c'est par là qu'elle aurait dû commencer. Et à mon avis, aujourd'hui, la question importante qui est revenue dans la partie de notre discussion, c'est est-ce que ça va faire changer la donne auprès de l'Alliance des États du Sahel? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça pourra faire changer, même si personnellement, je pense que personne n'a intérêt à un divorce total. Pour moi, je suis partisan d'une existence de l'AES parce que l'AES s'inscrit dans une démarche de construction d'une réponse transnationale au défi sécuritaire qui est un défi transnational. Mais à côté de ça, l'utilité aussi de la libre circulation des biens et des personnes, de l'intégration économique font que moi je pense qu'on peut faire l'AES et la CEDEAO. Alors, Jean-Paul, comment expliquer le changement de stratégie de la CEDEAO? Les considérations économiques ont-elles pris le dessus? Les pays portuaires en ont-ils eu marre de ne pas faire les affaires comme habituellement? Ou alors la peur de la création d'un bloc adverse, géopolitique et monétaire, elle est réelle? Je pense que c'est les deux en même temps. Comme Sidi Kaba vient de le dire, en fait, la CEDEAO se rend compte qu'ils n'auraient pas dû bander les muscles avant de commencer à faire de la politique, qu'ils auraient dû faire de la politique avant de penser à bander les muscles. Mais ils sont allés dans cette stratégie qui n'a rien donné, qui n'a rien payé. Et aujourd'hui, nous savons que ces pays de l'Interland, que sont le Burkina, le Mali et le Niger, sont super importants pour les économies des différents ports de Lomé, de Cotonou et même d'Abidjan. Donc ça aussi, c'est de l'argent perdu. Donc, tout ça, là, ça rentre dans un certain nombre d'éléments. Et du point de vue, comme tu le dis, du point de vue de l'influence, l'AES est en train d'avoir une influence considérable sur les jeunesses africaines. Ça compte beaucoup parce que ces gens-là, je me permets l'expression, ces putschistes sont en train de montrer aux jeunesses africaines qu'en réalité, il est possible de nous séparer de l'ancien colon sans problème. On a vu comment ça s'est passé au Niger. La France est partie carrément la queue entre les jambes. Et on peut penser aussi que justement sur la question nigérienne, les pays de la CEDEAO ont été poussés dans le dos par la France. Par la France. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui la CEDEAO est en train de se rendre compte que si elle ne fait pas le jeu de ces populations, en faisant seulement le jeu de la France, ces chefs d'État, au-delà de la structure même qui n'est plus considérée, ces chefs d'État eux-mêmes individuellement dans les différents pays risquent de se retrouver un peu chahutés. Donc je pense que ces médecins sont en train de faire de la politique pour des raisons économiques. Eux aussi font de la politique aussi, la CEDEAO fait de la politique aussi, parce que elle se rend compte que son crédit et son existence dans le futur est en jeu face à l'AES qui, véritablement, du point de vue des jeunesses africaines, est en train de gagner de la place. Fabrice. De fait, je pense que aujourd'hui, l'AES a l'ascendant psychologique. C'est une victoire aujourd'hui d'avoir pu se débarrasser des sanctions sans rien faire, en fait, sans avoir donné de contrepartie. En disant juste, faites attention, je vais faire un malheur. Voilà, sans avoir libéré le président Bazoum, par exemple, pour le Niger, sans aucune garantie particulière. Et je pense que la CEDEAO devrait beaucoup se méfier parce que, en plus de cette proportion que prend l'AES auprès de la jeunesse, aujourd'hui, il y a, et je vais finir par devenir répétitif, mais la présence russe fait que il va y avoir une espèce de prise de masse, de prise d'importance de cette organisation. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop du Mali, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, étaient à Moscou. Ils sont allés rencontrer Sergueï Lavrov. Il y a eu des discussions sur comment diversifier leurs relations. On a eu un communiqué très sobre de la part du Mali. Je suis allé voir du côté russe ce qui était dit et je me suis rendu compte que l'AES était déjà reconnue comme entité. Côté russe, j'ai eu cet extrait qui m'a marqué où ils disent « La Fédération de Russie note que l'un des principaux objectifs de l'Alliance des États du Sahel, récemment fondée, qui inclut le Mali, le Burkina Faso et le Niger,
est d'assurer la sécurité de leurs États et de contrer les défis terroristes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà une reconnaissance de la part d'un pays hors d'Afrique, enfin hors même de simplement leur zone ouest africaine. Et je pense qu'à partir de là, on est sur une formation d'une alliance qui peut prendre des proportions qu'on ne réalise pas encore. Et la CEDEAO, en voulant pénaliser ces pays parce que c'était, oui, des pays dirigés par des régimes militaires, c'est peut-être mise dans l'embarras et dans une situation qui sera difficile à retrouver. On ne pourra pas retrouver la synergie qu'avait la CEDEAO aujourd'hui, sachant aussi, si je me peux permettre pour terminer, qu'il y a toujours l'embarras du cas Macky Sall qui fait que on part de contradiction en contradiction. Parce que là, Macky Sall est en train de créer une sorte de transition au Sénégal avec les pourparlers qui sont en cours. Là, il y aura une transition peut-être civile, mais une transition extra-constitutionnelle au Sénégal, Sédic. Ah oui, c'est tout à fait exact. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Le président Macky, le 15 février, le Conseil constitutionnel a dit qu'il faut aller aux élections et que le mandat du président Macky Sall se terminait le 2 avril. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Mais le président Macky a convoqué ce dialogue, on l'a évoqué ici, sous forme de dernière manœuvre encore, sous forme de dernière subterfuge. Et le dialogue qu'il a convoqué a dit qu'il faut faire les élections le 2 juin. Qu'est-ce qui se passe entre le 2 avril et le 2 juin? C'est une transition menée par qui? Mais elle n'est pas constitutionnelle, puisque la constitution du Sénégal dit en aucun cas, en aucune circonstance, le président ne peut aller au-delà du terme de son mandat qui est le 2 avril. L'Afrique a un incroyable talent, Jean-Paul, quand même. Faire un coup d'État en étant président de la République. C'est ça le danger. Mais moi, c'est là la fourberie de la CEDEAO. La CEDEAO, quand il s'est agi au Mali, ils ont demandé le retour de la légalité constitutionnelle. Pareil au Burkina, pareil au Niger. Quand il s'est agi à Dakar, au Sénégal, non, ils appellent au dialogue. Mais c'est inouï, c'est gênant. Pourquoi pour les autres, vous avez dit légalité constitutionnelle, et puis à Dakar, où tout va bien, il n'y a pas de militaire, il n'y a rien, vous appelez l'opposition et l'exécutif au pouvoir, au dialogue. Pourquoi vous ne demandez pas à Macky Sall de respecter la Constitution? C'est ça le danger en réalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO est discréditée dans les esprits des Africains de l'Afrique de l'Ouest.